Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, notre second invité ce matin, n'est autre que Annie Ramadan. Annie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, à Mayotte, une petite présentation rapide. Vous êtes né le 2 juin, c'est votre anniversaire, il n'y a pas si longtemps que ça, 1959. Vous êtes suisse, vous êtes né à Genève. Vous êtes un enseignant, un intellectuel, un prédicateur suisse de confession musulmane. Ça, on s'en était douté. Originaire donc d'Égypte, docteur en lettres à l'université de Genève. Vous êtes le frère de Tariq Ramadan. Vous êtes directeur du centre islamique de Genève. Mais vous êtes aussi le petit-fils d'un certain Hassan El-Banna. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais votre grand-père, c'était le fondateur en Égypte en 1928 des frères musulmans. Est-ce qu'il y a des restes de tout ça chez vous ? Bien entendu. Ouais. Je veux dire que l'imam Hassan El-Banna est quelqu'un qui a imprégné le monde musulman jusqu'à nos jours, à tel point que vous avez à l'heure actuelle un président qui s'appelle Mohamed Morsi, légitimement élu, et Morsi est actuellement en prison. Alors qu'il y a eu un coup d'État. Il est absolument étonnant de voir que le gouvernement français à l'heure actuelle, à travers M. Hollande, vend des rafales à des putschistes, et puis que les frères musulmans d'Égypte, eh bien, ayant suivi un processus légitime du point de vue démocratique, eh bien, se retrouvent en prison. Voilà un paradoxe. C'est pour ça que quand on parle des frères musulmans, il est important de comprendre ce que signifie le message de l'islam, et puis le fait qu'on peut très très bien adopter les meilleurs aspects de la modernité, dont le respect de la volonté populaire, et on aimerait bien qu'en Égypte on respecte la volonté populaire. Annie Ramadan, vous faites une espèce de tournée mondiale en ce moment. Vous vous arrêtez donc à Mayotte. Le thème de votre tournée, c'est l'islamophobie. Est-ce que c'est pas un peu déplacé ici à Mayotte ? Territoire, 98% de musulmans, l'islamophobie, ça n'existe pas vraiment ici. Alors, on n'a pas traité dans tous les sujets qui m'ont été proposés comme conférences, comme rencontres, il n'y a pas eu l'islamophobie en fait. Donc, c'est vous qui proposez ce sujet, mais je pense que de toute façon... Quand on regarde vos sites et vos pages Facebook, ça revient systématiquement. Bien entendu, parce que je vis en Suisse, en l'occurrence, je vis en Europe, et donc là, il y a un problème effectif effectivement de l'islamophobie rampante qui gagne du terrain, dans le sens qu'il y a une peur de l'islam qui est diffuse, que l'on peut expliquer historiquement, ou médiatiquement, politiquement, de différentes façons, par différentes causes, mais c'est clair que c'est un mal qui ne rend pas le débat transparent. La peur de l'islam, c'est en fait mal partir pour comprendre ce qu'est la réalité de l'islam. Parfois, on a l'impression que les gens projettent sur les valeurs de l'islam leur phobie, leur peur, leurs préjugés. Par exemple, lorsque M. Valls dit du voile qu'il représente un asservissement de la femme, le port du voile, c'est une pratique religieuse. Et donc, quand on va projeter sur les symboles de l'islam nos peurs, nos préjugés, il y a un phénomène qui est intéressant. On projette sur nos préjugés, sur les symboles de l'islam, des préjugés, puis ensuite, on va rejeter ce que l'on a projeté. Donc là, les gens, finalement, commettent une erreur. Et si l'on interdit, par exemple, le voile parce qu'il est mal compris, on justifie une erreur par une erreur. Alors justement, on va en parler, Annie Ramadan. Vous en parlez, donc un sujet polémique, ça on le sait. Je vais vous demander de réagir à une déclaration que vous avez pu faire il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Regardez, ça c'est ce que vous avez déclaré. La femme sans voile est comme une pièce de 2 €, elle passe d'une main à l'autre. Alors d'abord, vous faites bien de l'avoir cité entre guillemets, parce que ce ne sont pas mes propos. Pourtant c'est repris par tout le monde, tous les médias de France et du monde entier. La polémique a commencé lorsque j'étais en voyage et je suis arrivé à Mayotte. Alors pour l'instant, j'ai pas pris la peine de répondre, mais je vais répondre. D'autant plus que cette polémique est née d'un journal qui s'appelle Le Temps, un quotidien suisse. Et il y a quelques années, j'avais publié un article où je reprenais cette image de la perle et de la pièce. Et jamais je ne me suis exprimé de cette façon brève et de cette façon-là. Au contraire, dans l'article que j'avais publié, dans les propos que j'ai toujours tenus, j'ai expliqué, après avoir donné cette image, qu'il y a des femmes qui ne sont pas habillées selon les règles de l'islam, qui sont habillées à l'européenne, mais qui sont des femmes tout à fait respectables, comme il y a des femmes qui portent le voile, mais qui en réalité
réalité, eh bien, ne se comportent pas selon l'éthique musulmane. Et j'ai expliqué ça dans l'article. Donc maintenant, quand on réduit mes propos à une phrase que je n'ai pas dite de cette façon-là, et qu'on réagit comme vous le faites, eh bien, il faudrait prendre d'abord la peine de s'assurer des sources par rapport aux propos qui sont tenus. C'est Jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai laissé les choses se faire, mais quand je vais revenir, je vais publier à nouveau cet article qui était publié par Le Temps lui-même en tant qu'opinion. D'accord. Donc, votre sentiment ici à Mayotte, on est, on l'a dit, vous le savez, un territoire musulman. Tout le monde, ou quasiment tout le monde, est musulman ici à Mayotte. On dit souvent que à Mayotte, on pratique un islam modéré. On l'adapte un petit peu à notre manière de vivre. Est-ce que ça pose un problème ? Écoutez, quand vous dites islam modéré, islamisme, islam radical, tous ces termes qu'on va utiliser, ils viennent un peu d'une analyse que l'on fait de l'extérieur. Oui. Mais en réalité, il y a un islam dont les fondements sont le Coran et la Sunna. Et cet islam, dans ses principes, comprend justement une grande forme de facilité qui est faite aux croyants pour vivre selon leurs principes, selon leurs sources, et pour s'adapter à la modernité. Donc l'islam nous permet d'être ancré dans une tradition, dans un référent qui est transcendant, qui nous ramène à Dieu, qui nous donne des valeurs, qui nous donne certaines normes, mais également d'épouser la modernité dans ce qu'elle a de meilleur. Et ça, c'est la réalité même de l'islam. On n'a pas besoin de parler d'un islam modéré. Mais c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. C'est parce qu'on veut observer la chose en distinguant... Non, parce qu'il y a des gens qui critiquent ce fonctionnement. Le fait qu'à Mayotte, c'est un islam modéré. Et pas si loin que ça. Nos voisins aux Comores, en Égypte, également. On dit, ce qui se passe à Mayotte, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Alors que ça se passe comme ça depuis... des centaines d'années ? En fait, ce que j'observe depuis que je suis venu à Mayotte, c'est qu'il y a une ferveur religieuse qui est évidente chez beaucoup de personnes qui vivent ici. Les musulmans sont pratiquants, mais est venu se greffer à ces pratiques, parfois des traditions locales, des choses qui ne relèvent pas de la pratique authentique de l'islam. Est-ce que ça pose un problème ? Il y a un autre problème, il y a une autre chose que l'on peut mettre en avant, c'est que l'islam, dans sa dimension réelle, eh bien, touche tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, quand on voit que Mayotte fait partie de la France, eh bien, la question se pose de faire en sorte d'assurer le vivre ensemble, mais en revenant au principe de l'islam et en vivant dans un cadre républicain qui respecte la pratique religieuse. Comme les musulmans ici sont en majorité, il serait bienvenu de leur permettre de pratiquer leur foi, leur religion, dans tous les cadres de l'espace public et de comprendre que là aussi, il y a un questionnement fondamental qui peut se faire pour interroger la République sur le fait qu'elle devrait être capable d'intégrer les gens avec leur foi, avec leurs convictions, avec leur liberté religieuse. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui ? Non, parce que quand on interdit à des personnes de porter le voile dans un cadre scolaire, on ne respecte pas la liberté de pratiquer sa foi qui est inscrite dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc pour vous, nos jeunes filles devraient aller à l'école avec le voile ? Mais partout, ça devrait être ainsi, ça devrait être une liberté fondamentale. Ça veut dire quoi le mot laïcité pour vous ? Parce que là, je m'inquiète. Là. Alors, avant de répondre à cette question de la laïcité, il y a simplement une chose qui doit être claire. Quand une jeune femme décide de porter le voile librement, et certaines le font contre l'avis de leur père, de leur frère, de leur mari, parce qu'elle voit l'injonction. Dans le Coran, elle est inscrite dans le Coran, c'est une pratique religieuse, et dans la tradition prophétique. Elles choisissent de le faire librement. Pourquoi, au nom de quoi est-ce qu'on se permet on veut lui interdire de pratiquer sa religion? Et les féministes qui viendraient nous dire, je n'ai rien contre les féministes, certaines mènent un combat qui est louable, mais qui viendraient dire tu es libre d'être libre à ma façon, donc tu dois ôter ton voile, ça ce n'est pas une liberté, c'est complètement ridicule, parce que la liberté elle se définit par rapport à une prise de conscience individuelle de chacun d'entre nous. Donc si une personne désire pratiquer sa religion, cette liberté elle est fondamentale pour elle. La laïcité. Alors, si vous parlez de la laïcité, je pense que c'est vrai que l'islam, dans sa doctrine, ne peut pas être réduit à la laïcité. L'islam, il touche tous les domaines de la vie, l'individu, la famille, la communauté, le pouvoir politique, tout est concerné, l'économique, les lois. Tout cela, bien, on le trouve dans les sources de l'islam. Mais quand les musulmans sont amenés à vivre dans un cadre laïque, alors il s'agit de définir quelle laïcité.
La laïcité, elle peut s'entendre de plusieurs façons au niveau de son application. Vous avez une laïcité qui est exclusive, qui veut chasser le religieux. Une laïcité de combat, ça on peut pas s'entendre avec ça. C'est pas ça la laïcité. Vous avez une laïcité... Laïcité de la République, c'est pas ça. Alors je continue. Oui. Une laïcité intrusive, c'est-à-dire que l'État va se mêler de définir pour les religieux ce qu'est la religion elle-même, en essayant de dire dans l'islam, le voile n'est pas une pratique, en disant des choses qui sont fausses sur l'islam. Et puis ça aussi, ça ne va pas. Ce n'est pas le rôle d'un État laïque de se mêler des affaires religieuses pour définir pour les religieux ce qu'est la religion elle-même. Et puis la troisième forme, c'est une laïcité inclusive, c'est-à-dire une laïcité qui admet en son sein le juif, le musulman, le chrétien, le libre penseur, le bouddhiste le athée. Et l'athée, toute personne, ce que vous voulez, mais dans ce cadre-là, chacun est amené à vivre, à respecter les règles de la République, mais à autoriser à chacun de vivre librement selon ses convictions, pour autant qu'il n'impose pas sa foi, pour autant qu'il n'aille pas dans le sens justement de transgresser les lois de la République. Et dans ce cadre-là, on peut s'entendre. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser à Annie Ramadan. Mayotte traverse une zone de turbulence en matière de délinquance, d'insécurité depuis des mois, des années. Et l'État français, a décidé de redonner une place dans la société, un rôle de médiateur au cadi, de juge de paix, pour réguler cette société. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une démarche qui est louable, parce que effectivement, lorsque les responsables politiques font appel aux qadis, aux responsables religieux pour trouver des solutions communes, c'est aller dans le bon sens pour respecter aussi bien la sensibilité des musulmans et puis trouver des solutions qui peuvent remédier à cette question de la délinquance, bien entendu. Vous êtes heureux d'être venu à Mayotte ? Oui, tout à fait. Et de rencontrer des gens comme vous, souriants. Est-ce qu'il existe, pour conclure, parce que c'est des questions en fait d'auditeurs là qui viennent d'arriver, est-ce qu'il existe des bons et des mauvais musulmans ? Il existe des hommes qui se réfèrent à une éthique et qui essayent de s'y référer de la meilleure façon, qui essayent d'être bons dans le sens des valeurs de l'islam, et l'islam nous dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est ça le sens de l'islam, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer le bien pour l'humanité, pour tous. Et il existe des hommes qui sont moins pratiquants, moins engagés. À ceux-là, on leur souhaite de suivre le meilleur chemin. Dernier mot, c'est terminé après. Un mot sur la radicalisation, un mot sur le terrorisme qui contribue à faire peur, à craindre une certaine forme d'islam, en tout cas des gens qui se revendiquent de ça. Il faut en parler, Annie. Bien entendu, toute forme de terrorisme où des civils innocents sont inquiétés doit être condamnée, et vous savez que les principes de l'islam sont tout à fait clairs sur ce point-là. Tuer des innocents, utiliser la violence pour imposer certaines choses, tout cela est contraire aux principes de l'islam. Annie Ramadan, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.